Voilà. Non, mais je me dis, un jour, j'en aurai plus besoin, tu vois. Je peux pas. Tu veux bien me le mettre à la poubelle, ça? Parce que chaque fois je l'utilise et il marche plus. Ouais. J'écris pour rien. Je suis comme ça. Toujours ici. On a trop réfléchi, Larda. Comment? On a trop réfléchi. Réfléchi. Bah, j'avais cours avant dans cette salle. Tu n'as pas préparé? Non, j'ai eu le semestre avant. C'est de la merde. Alors, on va continuer notre tour d'horizon le problème qui nous intéresse ici, c'est en fait, on va comment vous expliquer ça en deux mots. On va s'intéresser de façon large, on va élargir au fur et à mesure sur les questions qui vont intéresser la didactique, mais de loin, c'est-à-dire qu'en fait, on va faire la sociolinguistique applicable à la didactique, savoir un petit peu comment on tient compte de tout ça. Donc je vais voir avec vous, puisqu'il y en a un certain nombre ici, ça fait, ouais, s'il y en avait quand même, qui ne sont pas en SDL, donc il y a des choses pour lesquelles il faudra qu'on revienne, sur lesquelles il faudra qu'on revienne. Pour les autres, ceux qui sont en SDL, vous avez peut-être aussi avec moi un petit peu sur les questions de langue vernaculaire, langue officielle, langue. Tout ça, vous avez. En contact des langues. En contact des langues, ouais. Sur les questions aussi de normes, vous avez travaillé. Et avec qui sur les normes, sur la norme? C'est pour savoir pas trop non plus. On a fait le semestre dernier avec Madame Bayer qui faisait le cours de didactique aussi. Ouais, sur normes, il y a toutes les normes ou. Madame normale aussi. Oui, un petit peu, ouais, ça je sais. Bah, puis vous, un petit peu aussi. Oui, moi un petit peu aussi. Forcément, parce que la norme est au centre, c'est un petit peu. Parce que le problème, c'est que. Du coup, là, c'est qu'il y a les deux, il y a des sciences du langage et il y en a d'autres. Donc, forcément, il y a des choses qu'on ne peut pas éviter, et puis il y a des choses forcément qui vont. Donc, nous, on y reviendra sur les questions sociolinguistiques. Donc, pour l'instant, on va essayer de finir le tour qu'on avait commencé sur la question de la définition de ce qui fait quand même le socle d'un certain nombre d'autres éléments. Si on parle par exemple, parce que c'est le terme qui a été utilisé jusque-là, mais qui pose beaucoup de problèmes lui aussi, c'est la question de ce qu'on appelle la communauté linguistique. Donc avec ça, je vais un petit peu synthétiser ce que j'ai dit jusque-là, parce que ça fait intervenir beaucoup de choses. Le terme de communauté linguistique, c'est un terme qui désigne un ensemble d'individus qui partagent la même langue. Le problème,
et c'est pour ça que je suis obligé d'aborder toutes les questions qu'on va voir par ailleurs. La question de la communauté linguistique, elle semble claire. On dit voilà, c'est un ensemble d'individus qui partagent la même langue. Le problème, il y a deux problèmes qu'on va retrouver tout au long de ce cours. Je vais essayer de détailler. Le premier problème, c'est qu'est-ce qu'une communauté? C'est quoi communauté? On l'avait admis ce terme-là, ok, bon, ça ne posait pas trop de problème. Mais à la réflexion, je veux dire générale, hein, pas que la mienne ici, ce terme de communauté, il faut quand même le définir. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il s'agit d'un groupe restreint? Alors on en parle le matin avec ceux qui sont SDL en photographie de la culture, d'un petit groupe de locuteurs, qui fait quelques centaines, quelques milliers de locuteurs. Donc celui-là, il est circonscrit, on arrive à peu près à le voir. Mais dans une communauté linguistique, ça peut être beaucoup plus large. Donc la communauté linguistique, c'est aussi, par exemple, aujourd'hui, dans un certain nombre d'États du monde, dont la France, la communauté linguistique, c'est aussi une communauté nationale. Ça veut dire que c'est circonscrit, et ça on en a parlé, par une nationalité qu'on est capable de définir, parce que ça c'est juridique, c'est politique, vous vous souvenez de tout ce qu'on avait dit. Une communauté nationale, ça veut dire une nation, ça veut dire un État, ça veut dire des frontières. Il y a le dedans et le dehors. À l'intérieur des frontières de cet État, il y a une langue officielle, donc on sera amené plus tard à définir ou à redéfinir, mais à repenser, disons. C'est pour ça que j'aborderai pas toutes ces questions de normes et tout ça, je ne les reprendrai pas forcément telles quelles, mais repenser dans le cadre de notre cours. Une communauté linguistique, ça peut être aussi dans le cadre d'une région, et ça on y reviendra. Ça veut dire d'une région, la région d'un État, la région d'une nation, et ça peut être l'objet de revendications, comme par exemple les Catalans. Ou d'autres communautés linguistiques qui revendiquent quelque chose, qui revendiquent une indépendance, qui revendiquent une reconnaissance. On verra aussi, par exemple, la question de la langue tamazique, c'est-à-dire ce qu'on appelle aussi le berbère. Là, il n'y a pas d'État, il n'y a pas forcément une région, c'est disséminé sur 3 ou 4 États. Donc, la communauté linguistique, c'est quelque chose qui est très extensive. Très extensive. On a du mal à en voir les limites en termes de locuteurs, qui parlent ou ne parlent pas cette langue. Ça peut être aussi très disséminé. C'est des groupes de locuteurs qui représentent des minorités à l'endroit où ils se trouvent. Il n'y a pas un bloc. C'est par exemple le cas à l'inverse, plutôt. Les Kurdes, qui eux représentent géographiquement, territorialement un bloc assez compact, mais pas complètement non plus. On peut avoir des minorités comme ça, disséminées tout au long d'un espace géographique. Donc eux forment une communauté linguistique à l'intérieur d'autres communautés linguistiques. Donc c'est la communauté linguistique, ça peut être aussi, et on va le voir aujourd'hui, beaucoup plus vaste, à l'échelle transnationale. C'est des langues, par exemple, on va voir aujourd'hui, on va travailler sur l'arabe. Donc la communauté linguistique, celle-là, elle a une réalité, ou en tout cas certains essayent de lui donner une réalité. Donc vous voyez, ça peut aller d'un mini-groupe à un maxi-groupe de plusieurs millions de personnes. Donc le terme de communauté linguistique, il avait l'air à peu près opérationnel, on va dire. Une fois qu'on se penche un petit peu, il l'est beaucoup moins. Or, si on parle d'un petit groupe ou d'un méga groupe, il ne s'agit pas du tout des mêmes enjeux politiques, il ne s'agit pas du tout des mêmes enjeux linguistiques, etc. Donc voilà, premier problème que pose ce terme-là. Deuxième problème, c'est sur le côté linguistique. Communauté linguistique, si on dit c'est l'ensemble d'individus, donc on vient de voir que c'est assez extensible, qui partagent la même langue, la question c'est de savoir est-ce qu'ils partagent vraiment la même langue. Donc est-ce qu'il s'agit d'une langue commune, la même pour toute la communauté, tout le groupe, ou est-ce qu'il s'agit de variétés, de variations d'une même langue? Et là aussi, c'est pas la même chose. On va le voir pour l'arabe, par exemple. On va voir aussi plus tard, je ne le ferai pas aujourd'hui, je le ferai plus tard, encore plus large et encore plus diffus,
turciques. On appelle ça les langues turques. Donc des langues qui sont de la même famille que le turc. C'est pas qu'ils dérivent du turc. Hein. Le turc fait partie de ces langues. Donc les langues turciques, c'est un petit peu comme on dirait les langues latines. Donc là, il ne s'agit pas de la même langue, mais de plusieurs dizaines de langues apparentées entre elles. Mais là, cette communauté linguistique-là, elle n'existe pas, elle n'a pas d'existence politique, elle n'a pas d'existence véritablement géographique, mais certains voudraient en faire une communauté politique. Faire exister cette communauté linguistique qui est très large, comme une communauté politique. Dire voilà, on va rassembler des peuples qui utilisent ces langues turciques. Et là, on verra que voilà, c'est très compliqué. Donc la question, ce sont les deux termes, communauté ou linguistique, posent des problèmes dans les deux cas. C'est pas aussi simple que ça. Parce qu'on sait bien en linguistique qu'une langue, oui, il y a des langues qu'on va voir, et ça on verra plus tard, des langues, ça pose la question de la standardisation des langues, ça pose la question de la norme, etc., etc. Donc, ces communautés linguistiques, une fois qu'on a posé un certain nombre de problèmes, derrière, c'est par là que j'avais commencé, se profilent aussi d'autres questions, qui à chaque fois, c'est pas que je veux absolument tout décortiquer, tout déconstruire, pour vous mettre la tête à l'envers, dire voilà, on sort du cours, on en sait encore moins que quand on est arrivé. Bon, c'est pas le but du jeu, hein. Mais en tout cas, si vous posez plus de questions, c'est déjà l'essentiel. Pourquoi ça pose des problèmes, tous les termes qui viennent derrière? C'est si on définit par exemple une communauté linguistique. Communauté, c'est tellement large qu'effectivement, on peut tout y mettre. Derrière ça, on a vu, qu'est-ce qu'on peut mettre derrière communauté linguistique? Est-ce qu'il s'agit de culture? La culture, un tel ou un tel, telle ou telle culture. Et là j'ai passé un peu de temps, c'est encore plus flou. C'est-à-dire qu'on définit un flou par un autre flou. C'est quoi une culture? Est-ce que c'est des pratiques? Est-ce que c'est des représentations, une idéologie, une alimentation, ou tout ça à la fois? Où ça commence, où ça s'arrête? C'est jamais très clair. Vous verrez tout au long du cours, on va voir tout ça. Parfois ça se recoupe, parfois ça se recoupe pas. Donc la question de la culture, celle-là, je vais la mettre de côté parce que c'est beaucoup trop large, beaucoup trop flou, beaucoup trop poreux. Donc on a essayé d'examiner d'autres notions, comme la notion de peuple. La notion de peuple, on a vu aussi les limites, sauf dans son acception, dans son sens politique. Vous savez qu'il y a un truc qui est pratique quand même, parce que le peuple, il peut avoir deux sens. Vous savez intuitivement, le peuple, bah c'est quoi le peuple? Tiens, mis à part ce qu'on a vu, un récit commun, etc., ce que dit Séville, c'est intéressant, parce qu'il dit qu'il y a une histoire, voilà, c'est comme ça qu'on peut le définir, sachant que de toute façon, les contours sont toujours flous. On a l'impression de l'avoir défini, mais les contours sont toujours flous. Mais vous, comme ça, qu'est-ce que vous entendez par... Si je vous dis par exemple le peuple français, qu'est-ce que vous comprenez par le peuple français? Par rapport à ce que vous entendez de ça Du coup, on entend tous ceux qui résident en France ou qui ont la nationalité française. Enfin, c'est la première chose qui vient. Oui, c'est juste, c'est vrai. Si on dit le peuple français, il s'est défini maintenant, justement, et ça c'est historiquement le cas, par sa citoyenneté. Donc, le peuple français, c'est les citoyens français, au double sens aussi, où il y a une nationalité française avec des papiers, des conditions d'accès à la nationalité, et notamment une des conditions d'accès à la nationalité, mais ce n'est pas que les Français, c'est la langue, c'est la maîtrise de la langue. C'est-à-dire celui qui veut être naturalisé français, il faut qu'il justifie d'un certain niveau, et c'est le B1, c'est le niveau B1 du cadre européen à l'oral. Donc c'est très précis ça. Si le candidat à la nationalité française ne possède pas ce niveau-là, il faut qu'il continue à prendre les cours, qu'il apprenne et qu'il arrive à ce niveau-là. Donc le peuple français, ça a une définition, un sens politique. Mais quand on dit, par exemple, je ne sais pas moi, des loisirs ou des émissions populaires, qu'est-ce que ça veut dire? Le terme qui vient populaire, qui vient de ce populaire, c'est quoi l'autre sens de peuple? Et ça aussi, on reviendra tout au long du cours avec ces doubles exceptions-là.
classification, classement. J'étais encore en phase de digestion. C'est pour ça que j'essaie de vous réveiller, parce que si je vous parle de la tactique, si je vous parle tout de suite comme ça, là. Et Romain, qui était de fin politique, faisait la distinction. Ce qui est populaire, c'est ce qui est connu, c'est ce qui est populous, c'est ça dans la étymologie. Ah non, justement, c'est l'autre. Dans le populaire, là, ça serait l'autre. J'ai dit populus, ouais, mais c'est cette distinction-là. Et c'est vrai que les Romains, quand ils disent populus, ça voulait dire le peuple au sens politique du terme, du citoyen romain. Et l'autre terme qui était utilisé pour ce que nous, on utilise aussi peuple ou populaire, c'était quoi? Pour désigner, en fait. C'était pour désigner les citoyens qui pouvaient voter, puis les esclaves. Oui, ça c'est vrai. Tout Tout à fait, tout à fait. C'est ça qui désignait le populus romain, au sens peuple, au sens politique du terme. Comme le peuple français, au sens on l'a défini. Mais l'autre sens, c'est quoi? Ce qui appartient au peuple, ce qui est. Ouais, mais le peuple en tant que tel, le double sens. En français, on n'a qu'un mot. Les Romains en avaient deux. Ça peut nous aider, même si nous, on a gardé ce mot quand même, mais il est très peu utilisé. On a gardé les deux mots romains, mais il y en a un qui. Vulgus. Comment? Vulgus. Vulgus? Non. Enfin, oui et non, c'est pas celui-là, parce que vulgus, il a donné un truc avec une connotation qui est vulgaire. En fait, vulgus, mais c'est pas faux, c'est pas faux. C'est qu'en fait, le terme vulgus, à l'origine, il désignait le peuple, mais il a désigné les trucs qui n'étaient pas bien. C'est aussi, vous voyez bien, l'approche qu'avaient les élites pour désigner ce peuple-là. Mais le peuple, il a aussi le sens des classes sociales qui sont des classes populaires. Quand on dit des classes populaires, c'est ça. Tout ce qui est populaire renvoie en partie soit à la question politique, le vote populaire, c'est-à-dire le vote du peuple français, mais on peut dire aussi, par exemple, le vote populaire, ça veut dire le vote des gens du peuple. Donc des catégories sociales qui sont définies sociologiquement, ouvriers, employés, paysans, etc. Donc en termes de stratification sociale. Et là, les Romains, ils avaient un terme qui a été repris en français, qui était la plebs, qui a donné plèbe, ça existe toujours, hein, plébéien, etc. Donc eux, ils distinguaient le populus, qui veut dire peuple, et plèbe aussi, qui veut dire peuple, mais dans le sens classe sociale. Soit l'ensemble, le peuple français, c'est l'ensemble des citoyens français, quelle que soit leur position sociale. Et le peuple, dans l'autre sens, c'est plutôt la catégorisation sociale, sociologique, ça veut dire des gens qui appartiennent à des couches de la société qui sont sociologiquement précises. Ça va, vous comprenez? Donc l'histoire du peuple, pour repartir là-dessus, il peut avoir même un troisième sens, au sens ethnographique. Donc, quand on dit par exemple, le peuple kurde, là, le peuple kurde, c'est quoi? C'est pas au sens politique, c'est pas au sens sociologique, parce que le peuple kurde, ça concerne tous les Kurdes. Là, c'est plutôt au sens ethnographique. Le peuple kurde, c'est comment on définit le peuple kurde? Par le fait qu'il y a un certain nombre de gens qui, eux, n'ont pas d'État pour l'instant, ils cherchent à en avoir un, mais on les définit par le fait qu'ils, notamment, partagent au moins quelque chose en commun, c'est d'avoir une langue ou un groupe de langues proches, et de se définir par une histoire, etc. Là, c'est le peuple au sens que Séguier nous donne. Vous comprenez? Donc vous voyez que ce n'est pas aussi simple que ça de définir. Donc si on se passe du point de vue linguistique, on voit bien qu'il n'y a pas, c'est ce qu'on va essayer de voir, qu'il n'y a pas d'adéquation. Je renvoie plein d'exemples. On va voir qu'il justement il faut réfléchir ça en mouvement et pas sur des catégories figées. C'est beaucoup mieux. Donc on va voir qu'il y a un certain nombre de cas où certaines catégories vont correspondre à des langues. Tel peuple parle telle langue. Et on verra que ce n'est pas toujours le cas. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Des fois, on voudrait définir un peuple par le fait qu'il parle telle ou telle langue. Mais très souvent, il ne parle pas, c'est comme les Kurdes. Si on dit les Kurdes, voilà, comment on définit les Kurdes, c'est parce qu'ils parlent kurde.
Ouais, mais c'est pas tout à fait. Pas tout à fait. Il parle au moins 2 grands dialectes, sinon plus. Il y a encore des sous-dialectes. Ça va, vous comprenez le truc? Donc ça veut dire qu'il n'y a jamais correspondance. Si on analyse les choses les unes derrière les autres, est-ce qu'il y a une organisation politique? Est-ce qu'il y a une forme d'unité linguistique? Est-ce qu'il y a une forme d'unité historique? Ça veut dire est-ce qu'il y a une continuité historique pour définir ces gens? Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas, mais c'est rare que tout marche ensemble. Donc on verra, on va voir déjà 2 cas. Je vais vous distribuer après 2 textes où on a justement 2 situations contradictoires, comme ça vous palpez un petit peu concrètement toutes ces choses-là, puis après on verra tout au long du cours comment ça évolue. Et que parfois, justement, pour pouvoir créer un État, pour pouvoir créer un peuple, parce que c'est possible aussi, on va tout simplement le construire, et construire une langue. Ça, j'en ai parlé avec certains, je crois, d'entre vous, ceux qui sont en SDN, et je reviendrai là-dessus avec les autres, c'est qu'on construit des langues nationales, on construit des langues communes, parce qu'elles n'existent pas. Et pour pouvoir faire exister un peuple, eh ben, on construit sa langue. Alors dit comme ça, on se dit c'est bizarre, puisque justement il y a un peuple parce qu'il y a une langue, mais non, c'était souvent comme il n'y avait pas de langue, il a fallu qu'on la construise. Donc je vous montrerai, on verra des exemples. Okay, et parfois même, vous verrez cet exemple-là, où certains, notamment sur l'ex-Yougoslavie, il va falloir déconstruire. C'est-à-dire ils vont s'acharner à montrer qu'ils ne se ressemblent pas du tout, alors que ce n'est pas le cas. Donc vous voyez, on a à peu près tout. Donc, ce qu'on va voir aussi, c'est une question qu'on retrouve systématiquement, c'est ce qu'on appelle le continuum dialectal. Ça veut dire que c'est cette difficulté à établir des frontières entre les langues, sauf celles qui sont standardisées, codifiées, grammatisées, comme on dit, comme le français par exemple. Mais ça, c'est un processus de construction historique. Ça s'est pas fait comme ça, le français n'est pas tombé du ciel, tout standardisé, tout codifié, tout avec la belle orthographe. C'est une lente construction. Donc il y a d'autres langues qui l'ont fait depuis moins longtemps et d'autres langues qui sont en train de le faire. On parlera du kurde un peu, et on parlera des langues berbères. Ce processus, il est en train de se faire. Donc on verra aussi par les exemples comment on va travailler dessus. Donc on va essayer de voir aujourd'hui, je vais vous distribuer ces textes-là, comme ça vous avez des cas précis, politiques, historiques, actuels, qui renvoient forcément toujours aussi à l'histoire, où on a 2 cas qui sont complètement aux extrêmes. On va voir pourquoi ils se ressemblent pas. Donc c'est le cas de l'arabe, et c'est le cas d'une langue, le titre c'est les langues sans nom, vous comprendrez pourquoi, cette langue sans nom, qui a plus de nom, auquel on ne veut plus donner de nom, on ne peut plus donner de nom, c'est ce qu'on appelle, il n'y a pas si longtemps que ça, le serbo-croate. Donc c'est la langue majoritaire en ex-Yougoslavie. Donc je vous distribue ça et puis ensuite on reviendra là-dessus. Il y en a 2. Sur le texte que je vous distribue, il y en a une à prendre au-dessus, une à prendre en dessous.
textes que je vous distribue, c'est deux situations très différentes, voire opposées, mais justement, lisez les deux textes en ayant ça en tête. Essayez de voir pourquoi, justement, il s'agit de deux situations complètement différentes.
D'abord, pour qu'on comprenne un petit peu par rapport à ces deux cas qui sont des cas concrets, on va beaucoup travailler là-dessus, sur des cas très précis, sur de nombreuses langues dans le monde, vous avez beaucoup de choses comme ça. C'est à partir de là, dans une des fois précédentes, on avait parlé un peu en général pour essayer de comprendre un petit peu les enjeux. Et puis là, on va arriver à avoir beaucoup de cas dans le monde, des histoires, pour qu'on comprenne un petit peu, qu'on retrouve de toute façon des tendances générales. Alors, quand vous lisez ça, comment on peut dire qu'il s'agit effectivement de deux cas qui sont à l'opposé? Comme je vous ai dit, lisez-le en comprenant qu'il s'agit de deux cas complètement à l'opposé. Pourquoi? Parce que dans le cas de l'ancienne Yougoslavie, on cherche justement à pu avoir cette langue commune, alors que pour l'arabe, on cherche à créer quelque chose de commun et de standardiser. Oui, exactement. Dans un cas, sur l'ex-Yougoslavie, c'est que la tendance, et on va voir pourquoi, comment on va aborder ça, mais la tendance, c'est justement de montrer qu'il s'agit de plusieurs langues. Donc de s'éloigner d'une langue commune que certains disent même elle n'existe pas, elle n'a jamais existé. Dans l'autre cas, pour l'arabe, c'est l'inverse, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'ils veulent, tentent, continuer à croire, parce qu'on va voir que c'est ça, qu'il y a une langue commune. Donc dans un cas, il y a une langue commune, l'arabe, qui est plus qu'une illusion, et qu'on essaye de maintenir. On va voir qui sait, pourquoi, comment. Dans l'autre cas, c'est il y a une langue commune, effectivement, qu'on essaye justement d'éclater, de différencier, de ne pas reconnaître. Donc c'est deux cas complètement opposés. Mais en même temps, on va voir à partir de là, et puis de beaucoup d'autres cas qu'on verra par ailleurs, qu'on retrouve des choses qui sont tout le temps à l'œuvre. C'est quoi? On va voir là sur les détails dans les deux cas. Mais qu'est-ce qu'il y a comme dans les deux cas qui est absolument prégnant, qui est là et qui fait certainement différence? Ça repose surtout sur une politique linguistique. Par exemple. Pas de politique linguistique, justement, mais la politique linguistique, elle vient après. Mais elle vient derrière, après quoi? C'est vrai, hein? Après, c'est ce qui est mis en œuvre, la politique linguistique. La volonté d'une identité. Enfin, chez Lacan, en tout cas, il veut une. Oui, mais identité, c'est quel type? Voilà. Donc, c'est quoi? Ce que vous dites, c'est vrai, on verra plus tard dans le cours, on travaillera spécifiquement sur les politiques linguistiques. Les politiques linguistiques, elles sont mises en œuvre par rapport à une idéologie politique. Ce que vous dites, c'est l'identité nationale, ça veut dire que ce qui est commun aux deux, c'est que c'est derrière ça des questions politiques. Mais politiques, pas politiciennes, forcément. On peut avoir, là, dans un cas, oui, mais c'est derrière, c'est pas des questions purement identitaires linguistiques. Vous comprenez? C'est pas, ça peut arriver, mais c'est pas purement identitaire, ethnique. Vous vous souvenez de quelque chose qui était, au contraire, purement identitaire, ethnique, c'était quoi? La semaine dernière. Pour ça que je vous donne des cas, c'est pas pour qu'on les mette de côté, hein, parce que ces lectures, ces cas précis, c'est pour qu'on fasse le lien entre tout ça. L'année dernière, la semaine dernière, on a vu le cas où là, c'était le rapport à la langue, il était identitaire, ethnique. C'était pas avec les choix? Non, c'était pas ça Non. les choix. Ah non, ça c'est avec vous. Bah, ça aurait pu, mais. Non, c'était pas ça, c'est pas dans ce coup-là. Vous vous souvenez du texte sur le Souba, c'était juste la semaine dernière. Ah oui. Une langue représente des ethnies. Oui, mais dans le cas, justement, pas sûr. Dans le cas ce que je voulais vous dire, c'est la semaine dernière, quand on a travaillé sur le Souba. Vous vous souvenez de celui qui témoignait? Qu'est-ce qu'il disait? Il disait, je suis Souba,
Et pourquoi, comment il dit je suis Souba? Il y avait deux choses, c'était pas l'ancestralité. Il dit voilà, je suis descendant des Souba parce qu'on me l'a dit, parce que je ne sais pas quoi, du XVIe siècle, donc ça remonte. Et comment il définissait implicitement le fait d'être Souba? Il dit en fait, les deux choses, c'est la mémoire, le souvenir et la langue. Donc lui, c'était son truc, c'était quelque chose qui était identitaire au sens ethnique. Mais ici, c'est plus que ça. Ce qui entre en ligne de compte à chaque fois, dans les deux cas, c'est les questions politiques au sens large du terme, y compris religieuses, qui sont aussi des questions politiques. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des enjeux politiques. Des enjeux, quand je dis enjeux politiques, ça veut dire enjeux de pouvoir, enjeux historiques. Tout ça, c'est les enjeux politiques. Mais ce n'est pas des enjeux qui sont purement linguistiques. Ça va, vous suivez, vous comprenez ce que je veux dire? Et ça, on va le retrouver tout le temps. C'est-à-dire que quand il y a des questions linguistiques qui sont posées, des conflits linguistiques, c'est toujours mêlé à des questions qui sont plus larges, politiques, économiques, sociales, de positionnement, de statut, de rapport de force, etc. Ok? Donc dans les deux cas, prends ces deux cas en particulier sont à l'opposé parce qu'il y en a un où on veut faire exister une langue commune qui n'existe plus, et dans l'autre cas, on veut ne plus faire exister une langue commune qui existe bel et bien. C'est exactement l'inverse. Mais on retrouvera des enjeux qui sont identiques. Dans les cas de l'arabe, on va prendre les textes l'un après l'autre, des situations, parce qu'au-delà du texte, dans le texte sur l'arabe, il y a une partie essentielle qui n'est pas évoquée ici. Justement, on va essayer de voir avec vous ce qui manque. Mais qu'est-ce qu'il dit l'auteur? Dans l'arabe, on fait la différence entre deux sortes d'arabe, l'arabe littéral et l'arabe littéraire. Non, c'est le même. Non, oui, l'arabe. Ah, c'est le même, oui. L'arabe littéraire et l'arabe commun, on va dire. Oui, et comment il a fait? Oui, c'est ça, tout à fait. Et comment il a fait ça aussi? Parce que c'est quelque chose qu'on va voir aussi régulièrement. Voilà, c'est ça. L'arabe dialectal, l'arabe commun, c'est-à-dire l'arabe, on va dire, un terme qu'on utilisera, sur lequel je reviendrai, mais je vous le dis tout de suite, c'est ce qu'on appelle l'arabe vernaculaire. L'arabe, une langue vernaculaire, c'est une langue qu'on utilise au quotidien, tous les jours. Et qu'on va opposer à une langue littéraire, une langue classique, une langue religieuse, vous voyez. La langue vernaculaire, c'est la langue qu'on utilise tous les jours. Le français, c'est une langue vernaculaire. Mais dans l'histoire, ça n'a pas toujours été une langue vernaculaire. C'était la langue des rois, c'était la langue de l'aristocratie, c'était la langue de l'administration, mais qui était très très peu utilisée au quotidien. Le français, il est devenu une langue vernaculaire. Vous comprenez? Donc ici, il oppose effectivement, et ça c'est pas que lui, c'est tous les spécialistes, il y a un énorme débat dans les pays arabes qui monte de plus en plus, c'est qu'il y a une différence très nette entre l'arabe dit littéral, l'utilisation aussi, on dit arabe littéraire parfois, ou arabe classique. Voilà. Les trois termes ne sont pas vraiment définis, nous on dira arabe littéral. Donc, voilà. Mais arabe littéral, ça vient de la lettre, c'est-à-dire qu'il y a une raison aussi pour laquelle on pourrait utiliser ça. Donc il y a l'arabe littéral et il y a l'arabe vernaculaire. Mais il n'y a pas que ça, et que même ces trucs-là, cette distinction, elle n'est encore pas complète. Alors qu'est-ce que c'est? Dit l'arabe vernaculaire, c'est-à-dire l'arabe de tous les jours, l'arabe courant. D'accord, mais c'est pas que ça même. Ça perce, hein, j'essaie de vous faire une situation à partir de quelqu'un qui en parle concrètement. Et après, je vous donne d'autres informations. Il y a plusieurs variétés dans l'arabe dialectal. Exactement. Exactement. C'est ça qui fait, justement, qui va faire le problème. C'est que c'est pas simplement une opposition arabe littérale, c'est-à-dire ce sera un arabe, on va voir quelle forme, l'arabe littéral et l'arabe vernaculaire, c'est l'arabe littéral et les arabes vernaculaires. Parce qu'elle n'a pas qu'une. Et c'est ça le problème principal de l'arabe, c'est qu'il y a plein de formes dialectales de l'arabe. Et ça, on va essayer de comprendre pourquoi, d'où ça vient et comment ça se traduit. Mais il y a plein de formes dialectales.
Il n'y en a pas qu'une. Donc, le problème, c'est qu'on a qui s'oppose d'une part un arabe littéral et un arabe vernaculaire, qui lui-même a des formes complètement différentes. L'opposition maintenant entre littéral et vernaculaire, c'est aussi de quel type? Social. Oui, tout à fait, ça c'est clair. Mais c'était pas tout de suite ça que je voulais faire, mais c'est central, c'est essentiel. Mais concrètement, sur la manifestation, sociale, on dit effectivement, c'est plutôt la langue littérale, ce sera la langue d'une certaine élite, parce que c'est pas encore tout, et l'arabe, les arabes vernaculaires, c'est-à-dire les arabes dialectaux, serait plutôt la langue du peuple au sens où, voilà, vous voyez pourquoi on revient toujours à ça aussi, l'arabe populaire, c'est-à-dire l'arabe utilisé par les catégories populaires. Mais on va voir que c'est même pas encore aussi simple que ça. Mais c'est une grande partie ça quand même. Alors qu'est-ce qu'il y a aussi comme autre forme d'opposition entre l'arabe littéral? Dans le nom de l'arabe littéral, je vous l'ai dit, il y a quoi? L'arabe littéral, c'est la langue de l'écrit, alors que l'arabe dialectal, c'est Voilà. la langue orale. Exactement. Dans l'arabe littéral, il y a lettre, c'est ça l'origine du mot. Donc pourquoi l'arabe littéral? C'est en fait l'arabe écrit. Alors que les arabes dialectaux, c'est des formes plutôt orales, jusqu'à présent. On va voir aussi que justement ça peut changer. Donc il y a une forme écrite et il y a une forme orale. Donc ça aussi, ça les oppose. Maintenant, sur cette distinction qui est claire, c'est pas que lui qui a un point de vue, voilà, c'est absolument clair du point de vue linguistique. Mais on va voir que justement, d'un point de vue politique, ça l'est beaucoup moins. C'est qu'il y a encore aujourd'hui beaucoup de gens qui, c'est pas qu'ils savent, c'est pas qu'ils voient pas, ils savent très bien la différence, mais ils ne veulent pas politiquement la reconnaître. Ils disent non, 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 c'est pas vrai, il n'y a pas plusieurs formes d'arabe, il n'y a qu'une forme d'arabe. C'est tout. Tu peux avoir quelques différences comme ça, par-ci, par-là, mais c'est mineur. En fait, les gens, on va voir que c'est bien plus que ça. Donc, cet arabe littéral, on voit bien que cette distinction-là, c'est une réalité, c'est clair, à tel point que ceux, on va voir qui, comment vous disiez, une distinction sociale, que ceux qui ne parlent que les arabes vernaculaires, que les arabes dialectaux, ne comprennent pas l'arabe littéral. C'est grosso modo, avec un peu de prudence, mais en gros, c'est ça, pratiquement la différence entre des gens qui parlent le français et l'italien, c'est-à-dire les formes du latin moderne, avec le latin. Pour certains, c'est la même chose. Ils ne comprennent pas mieux. D'accord? Alors, cet arabe littéral, lui non plus, c'est pas d'un seul bloc. Parce qu'il y a l'arabe littéral, on va voir du Coran, des textes anciens, et puis il y a l'arabe littéral qui s'est déjà modernisé. Donc, c'est pas encore complètement le cas. On voit que les situations sont compliquées. Hein. Si on part maintenant, si on regarde, c'est pour ça que derrière on commence par les situations compliquées, ce qui semble simple, vous regardez, et c'est repris d'ailleurs comme ça sans trop de critique. Si vous regardez sur n'importe quelle encyclopédie, n'importe quel atlas, voilà, sur un certain nombre de pays dits arabes, qu'est-ce qu'on va voir? On voit toujours, je sais pas, la France, 65 millions d'habitants, tant de kilomètres carrés, langue officielle, le français, le drapeau, la devise, etc. Voilà, des trucs de base. Ce qu'on va regarder sur beaucoup de pays dits arabes, et c'est là qu'on va en arriver, on va voir Algérie, langue officielle arabe, Maroc, langue officielle arabe, Syrie, langue officielle arabe. Il y en a une vingtaine comme ça. Ça, c'est la réalité officielle. La réalité linguistique de tous les jours, c'est les formes d'arabe dialectal. D'accord? Donc forcément, il y a quelque chose qui se passe qu'on va comprendre. Donc maintenant, revenons sur le texte. Qu'est-ce qu'il dit, lui, de cet arabe littéral? D'où il vient? C'est de livre saint. Évidemment. Voilà. Il vient du Coran et d'autres livres religieux. Donc, cette question-là,
la question pour lui centrale, c'est la question religieuse. De toute façon, elle est centrale dans ce cas. Donc, comment il explique ça? Il dit, il y a des gens qui s'accrochent à cet arabe-là, qui disent, il n'y a que cet arabe-là, les autres, c'est des formes de sous-arabes, il dit, il y a du mépris, bon, voilà. Ces autres formes n'existent pas. S'il y a d'autres formes qui existent, c'est des gens qui ne sont pas instruits, qui sont idiots, voilà. C'est ces termes-là qui sont utilisés. Donc pourquoi il s'accroche à cet arabe littéral? Parce que c'est d'abord l'arabe du Coran. Donc, ici, dans les pays arabes concernés, c'est la religion, l'islam et la religion majoritaire. Même s'il y a des sunnites, des chiites, et que c'est pas aussi simple que ça non plus. Ça n'est jamais. Globalement, les chiites et les sunnites sont musulmans tous les deux. Donc ici, l'arabe littéral, il tient sa force du fait que c'est la langue du Coran. Donc le texte sacré pour les musulmans qui sont très majoritaires dans les pays arabes. D'accord? Quand on dit pays arabe, on va voir aussi, on est déjà dans une autre... on est obligé de traiter ça. Pourquoi? Vous connaissez l'expression pays arabe. D'accord? Bon. Comment on définit un pays arabe? Il y a même une organisation internationale transnationale, sur laquelle on va revenir, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle comment? C'est une organisation, vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, non? Des pays qui se regroupent, l'Union arabe qui se regroupe entre eux, et qui ont justement, pourquoi ils se regroupent, les pays dits arabes, parce qu'ils sont censés avoir une langue commune qui est l'arabe. Donc quand on dit les pays arabes ont fait ci, vous écoutez l'actualité, c'est très souvent le cas. Les pays arabes ont fait ci, les pays arabes ont fait ça. Ce qu'on retrouve ici, c'est qu'en fait, c'est censé être la langue commune. Or, si on ne centre pas sur la langue, quand on parlait de l'Algérie, de la Tunisie, du Maroc, par exemple, c'est des pays arabes qui sont, on connaît un peu mieux, qui sont un peu plus proches. Mais donc, je vous ai parlé. Est-ce qu'on peut réellement parler de pays arabes? C'est peut-être un peu trop général. Ah oui, pourquoi, concrètement? Parce que définir plusieurs pays par juste une langue, c'est... Oui, déjà la langue. Mais rien que la langue, pourquoi, justement, en Algérie, Tunisie, Maroc, en d'autres, il y a d'autres cas, mais Algérie, Tunisie, Maroc, pourquoi on ne peut pas les définir en disant pays arabe? C'est déjà... Déjà, la langue, elle est pas unie. Oui, déjà. Mais admettons qu'il y ait une partie qui parle différentes formes d'arabe. On pourrait considérer, s'ils disent par exemple l'union des pays latins, France, Italie, Portugal, Espagne, Roumanie, bon, ok. Je dis ok, c'est les pays latins, ils ont des langues latines en commun, même s'ils ne parlent pas la même langue latine. Ils ont une langue latine. Mais là, c'est même plus que ça. C'est qu'effectivement, ils parlent des langues arabes différentes, mais plus que ça. Ils ont quand même une histoire. Oui, en partie, mais ça pourrait être peut-être en partie seulement. Parce qu'ils ont quand même une histoire commune en partie seulement. Il y a autre chose. Parce qu'on ne parle pas du même arabe. Ouais, mais si, enfin oui, je suis d'accord. C'est pas les mêmes formes d'arabe, mais même s'ils parlent des formes d'arabe différentes, ces formes d'arabe dialectal, arabe du Maroc, d'Algérie, Tunisie, c'est quand même une langue qui vient de l'arabe. D'accord? Mais en Algérie, Tunisie, Maroc, il y a d'autres langues qui ne sont pas arabes, qui sont pareilles. Mais elles ne sont pas normées. Ça c'est vrai, c'est quand même de l'arabe, on pourrait dire. Même si c'est un dialecte arabe, c'est quand même une forme d'arabe. Et il y a d'autres langues, je vous en ai parlé un petit peu. C'est juste comme ça pour que vous caliez, si vous savez un peu... Quelle autre langue? Il y a en Algérie, les Berbères. Oui. Voilà. Il n'y a pas qu'en Algérie, au Maroc aussi, il y a un petit peu en Tunisie. Oui, tout à fait. C'est en Algérie notamment, mais en Algérie, au Maroc surtout, un peu moins en Tunisie, mais surtout en Algérie, au Maroc, il y a une minorité linguistique qui s'appelle les Berbères. Je reviendrai plus tard sur cette
Donc ce qu'on appelle les Berbères, eux s'appellent les Tamazighs. C'est le nom générique. Mais ces gens qui sont en Algérie et au Maroc et qui parlent tamazight, c'est pas une variété de l'arabe, hein. C'est une langue sémitique, mais qui n'est pas de l'arabe. Donc rien que pour eux ne sont pas des pays de langue arabe. D'accord? Donc pour revenir là-dessus, la question de l'arabe comme facteur d'unité. C'est l'idée que l'arabe, c'est un moyen d'unité, mais d'unité d'abord religieuse. C'est que puisque c'est la langue du Coran, pour un croyant, si c'est la langue du Coran, ou la langue d'un autre livre sacré, mais en l'occurrence c'est ici le Coran, puisque c'est la langue du Coran, elle est donc par définition sacrée et donc intouchable. Voilà. Pour un croyant, évidemment. Donc ce qui veut dire que s'il s'agit de sociétés qui ne sont pas laïcisées, où il y a quand même une grande part, on le voit bien dans l'actualité aussi, de présence du religieux dans la vie civile. Donc ce qui veut dire que la question de la religion, elle est centrale. Donc on ne peut pas toucher à une langue qui est celle du Coran. C'est ce qu'il explique ici. D'accord? Le problème, j'allais dire technique, après il y a des problèmes religieux, c'est ça qu'il aborde, des problèmes politiques, mais le problème technique c'est quoi? Technique linguistique. C'est que les gens ont beau être religieux, ils ne parlent pas forcément la langue arabe. Ah oui, voilà. C'est que même si les gens sont religieux, croient, si l'arabe du Coran est intouchable parce qu'il est sacré, entre-temps, il y a eu naturellement une évolution linguistique. C'est comme si, voilà, le latin, il est devenu du français, de l'italien, de l'espagnol, etc. Donc, quand bien même il y aurait un attachement à la religion, cet arabe-là, c'est la forme d'arabe du 7e siècle. Donc forcément, il s'est figé, et forcément, ils ne peuvent plus, à moins de reparler comme un arabe du 7e siècle. Et ça, c'est plus possible. Donc nécessairement, ça peut évoluer. Ça ne peut plus être l'arabe d'aujourd'hui. Cet arabe-là, c'est plus possible. Techniquement, c'est plus possible. Donc, ils sont dans une situation compliquée, parce qu'il y a des enjeux politiques. Si c'était des simples questions, j'allais dire, linguistiques, le problème aurait été résolu comme il a été résolu ailleurs. Mais il ne peut pas être résolu de cette façon-là, parce que les enjeux religieux sont extrêmement forts. Deuxième élément dont il n'est pas question ici. Donc ici, pour finir là-dessus, c'est qu'en fait l'arabe littéral est maintenu, il est défendu, vous avez vu par qui? Par les religieux, des modérés et des extrémistes, qui disent voilà, on ne peut pas toucher à l'arabe littéral parce que c'est l'arabe religieux. C'est tout. Donc on n'y touche pas. Donc faites comme vous voulez, vous avez qu'à aller à l'école, apprendre cet arabe-là, mais celui-là on n'y touche pas. Mais il y a une autre raison qui est politique. C'est quoi? Cette organisation transnationale, elle s'appelle la Ligue arabe. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. La Ligue arabe, c'est une organisation transnationale, donc dans plusieurs nations, qui se retrouvent dans cette ligue, qui se réunissent plus ou moins régulièrement, et qui se retrouvent là parce qu'ils partent du principe qu'ils partagent l'arabe en commun. Donc ils s'auto-désignent pays arabe. Et ils s'auto-désignent pays arabe par rapport à la langue. Une fois, ça ne peut pas être ethnique, parce qu'ils savent que d'un côté il y a des berbères, de l'autre côté il y aura d'autres populations qui ne sont ethniquement pas arabes. D'accord? Donc, ils s'autodésignent comme pays arabe parce qu'ils partagent l'arabe en commun. Bon.
Sauf qu'on voit qu'ici, cet arabe littéral, c'est largement une illusion. C'est-à-dire que non seulement il est fragmenté, mais qu'en plus, même cet arabe littéral ne peut pas dire qu'il y a certains qui le parlent et d'autres qui ne le parlent pas. C'est quasiment plus personne qui le parle. Y compris ceux qui le défendent. Y compris ceux qui le défendent. Donc, la question religieuse, on vient de l'avoir. La question politique, c'est qu'en fait, l'arabe est encore la langue qui donne l'illusion d'une unité des pays arabes, qui n'ont plus. Donc, parce que soit ils sont en guerre les uns avec les autres, soit parce qu'ils sont atomisés, en guerre civile, et qui n'ont plus de politique commune. Donc les pays arabes, ça va de l'Arabie Saoudite jusqu'au Maroc. Donc ils n'ont plus d'intérêt commun. Ils n'ont plus de position commune, ils ont des alliés différents, donc ils n'arrivent plus à avoir de politique commune. Donc la question de l'arabe, ça reste un symbole. Et s'accrocher à l'arabe littéral, ça veut dire à la fois essayer de faire croire au maintien d'une unité religieuse et d'une unité politique. Vous comprenez? Ce qui veut dire que les tendances qu'il y a dans les pays arabes, pas dans tous, mais notamment un gros débat qui existe en Algérie et au Maroc, notamment, outre le berbère, sur lequel on viendra, parce qu'il y a des demandes, des revendications pour la reconnaissance du berbère, mais il y a aussi des demandes, de plus en plus, un débat qui est ouvert sur l'officialisation, en quelque sorte, de l'arabe dialectal. Et donc, il y en a même qui ont fait des grammaires en arabe dialectal. Donc, s'ils essayent de faire, s'ils abandonnent l'arabe littéral, admettons, pour aller vers l'arabe dialectal, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura une double rupture. Rupture religieuse et rupture politique. S'ils disent, voilà, c'est pas la peine qu'on se batte pour l'arabe littéral, la plupart des gens parlent les arabes dialectaux, donc c'est cet arabe-là, parce que la question, on le verra plus tard, mais la question elle est centrale, c'est la question, c'est quelle question? Un pays où on a une langue officielle, et que cette langue officielle, elle n'est pas maîtrisée par la majorité de la population, qui couramment, tous les jours, utilise une autre langue. Quel problème se pose, à votre avis? Il s'est posé partout, ailleurs, d'une façon ou d'une autre. Dans les administrations, des choses comme ça. Oui, en partie, mais parce que mais pour l'écrit, parce que dans les interactions ordinaires, y compris dans l'administration, il parle en arabe dialectal, parce que de toute façon, il ne sait pas parler l'arabe littéral, ou très mal, et que s'il veut se faire comprendre, il utilisera l'arabe dialectal. Mais les textes, tout est en arabe littéral. Qu'est-ce qui va, où ça va poser un autre problème? Une personne qui parle deux dialectes complètement opposés, elle ne va pas se comprendre. Oui, déjà, ça c'est vrai, mais admettons, parce que si, pour parler de dialectes au point de ne pas se comprendre, il faut quand même de la distance. Donc ils vont parler des dialectes différents, il y a ce qu'on appelle l'intercompréhension, mais elle peut être encore possible. À l'intérieur du Maroc, par exemple, bon, ça va. Même s'il y a des différences, l'intercompréhension est impossible. Mais c'est possible, c'est possible. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre concrètement? Si l'arabe littéral, il est toujours langue officielle de l'Algérie, Tunisie, Maroc, Libye, Irak, etc., et que ce n'est pas la langue que parle la très grande majorité des gens, encore une fois, même ceux qui défendent l'arabe littéral dans la vie de tous les jours, ils ne l'utilisent pas. Ils vont l'utiliser en public pour montrer que, pour faire croire que, et encore. Les hommes politiques qui vont défendre cette ligne politique-là, qui vont dire non, il faut maintenir l'arabe littéral parce que c'est la langue sacrée, parce que c'est la langue de l'unité arabe, ils vont s'adresser aux foules en arabe dialectal parce qu'ils savent que de toute façon ils ne se feront pas comprendre, avec beaucoup de mal. Il y a contradiction, si vous voulez. Après, l'enseignement. Bien sûr, à l'enseignement, à l'école. Comment vous font? Les gamins, en plus, il y a des taux de scolarisation qui sont assez compliqués, des conditions de scolarisation qui sont parfois compliquées. Donc des gamins
si c'est pour ça qu'on reviendra plus tard sur les incidences de tout ça. Si c'est la langue officielle, quand c'est une langue officielle, ça veut dire que c'est la langue de l'administration, c'est la langue des débats publics, c'est la langue de l'école. Donc, à l'école, les gamins vont être scolarisés en arabe littéral, et eux parlent une autre forme d'arabe, tellement différente que c'est quasiment une langue étrangère pour eux. C'est peut-être pas le français et le latin, mais c'est pas loin. Ça peut y ressembler quelque part, ça peut vous donner une idée. Ou le français, ça serait le français de la Renaissance, quoi. Quand vous voyez à l'école, ce français-là, il serait arrêté là aux auteurs, Rabelais, etc., etc. On dit c'est un peu comme, et encore, c'est sans doute même pire que ça. Donc, la question, c'est de savoir si c'est l'enseignement, ce qui se passe, c'est qu'ils ont des taux de scolarisation, des taux d'alphabétisation qui sont il y a des taux d'alphabétisme qui sont très importants, dû en partie à ça. En partie aussi parce qu'ils ont un peu, des fois, des systèmes un peu défaillants, voilà, tous les gamins vont pas à l'école, notamment les filles, parce qu'on les envoie pas à l'école, et puis bon, il n'y a pas trop de contrôle, mais aussi pour ces questions-là. Parce qu'ils apprennent à lire et à écrire une langue qu'ils ne parlent pas. Vous comprenez? Donc ça pose forcément un problème. Donc pour toutes ces questions-là, certains disent qu'il faudrait introduire l'arabe dialectal à l'école et alphabétiser les enfants dans cet arabe dialectal. Mais ça pose plusieurs problèmes, là aussi qu'on verra plus tard. Le problème majeur, c'est une question religieuse et politique. C'est s'ils font ça, ça veut dire qu'officiellement, le gouvernement qui va faire ça, en Algérie, Tunisie, Maroc ou ailleurs, hein, il n'y a pas que là, parce que c'est partout, ces formes plus ou moins accentuées, ce gouvernement qui ferait ça, il prendrait la responsabilité de dire j'opère une rupture avec le passé, avec l'islam et avec l'unité arabe. Donc ça serait très lourd de sens, vous comprenez? C'est pas qu'une question technique, puisque vous parlez du arabe dialectal, on va y passer, non, c'est bien plus compliqué que ça. Qu'est-ce qu'il dit ici, lui? Il est un peu prudent, mais parce qu'il faut qu'il soit prudent c'est dans quelle presse? Ça, c'est le Courrier international, donc c'est une traduction. La source, c'est un journal algérien, je crois. Qu'est-ce qu'il dit ici, là, si vous avez essayé de lire un peu entre les lignes? Regardez ce qu'il dit à la fin. Essayez d'être critique, parce que ça vous sert dans la vie de tous les jours, ça. Savoir lire entre les lignes, écouter ce que dans les débats, ce que disent les gens. Regardez ce qu'il dit à la fin. Dites. Le pays arabe peut faire face à une suppression et à un manque de religion du peuple. Oui. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Parce qu'encore une fois, il faut être prudent, parce que pour eux, ça peut que l'extrémisme peut être né du fait de leur garder comme ça une hiérarchie entre l'arabe littéral et l'arabe. Oui, mais il dit c'est plutôt un symptôme que né de là. Les deux sont liés à la même chose. Mais ce qu'il dit effectivement, regardez à la fin, il dit le jour, s'il est musulman, je suppose, parce qu'il en parle, on voit bien par rapport à ce qu'il dit, ou en tout cas d'origine musulmane, il est peut-être pas croyant, athée, mais regardez ce qu'il dit, le jour où les gens abandonneront massivement la religion de Dieu est lointain qu'on imagine. Vous vous rendez compte de ce qu'il dit? En son dit ça en France, c'est pas grave, pas grave du tout, mais là, pour lui, qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit continuer comme ça, à maintenir l'arabe littéral, maintenir les vieux dogmes, réformez pas, parce que au-delà de la question linguistique, c'est la question religieuse qu'il aborde. Ne réformez pas, et bientôt les gens se détourneront complètement de la religion tout entière. C'est ça qu'il dit. Donc, c'est pour ça que la question linguistique, elle est liée, et là on voit bien sur la question de l'arabe, pour l'arabe c'est très net.
Pour les autres, on va voir, par exemple, pour les Balkans, c'est beaucoup moins net parce que les sociétés ont été très largement la religion a beaucoup moins d'emprise. Mais là, elle en a. Donc tout est lié. C'est-à-dire que si on bouge, s'ils bougent sur la question linguistique, ils vont obligatoirement devoir bouger sur la question religieuse et sur la question politique. Donc c'est un champ de mine. C'est tout simplement un champ de mine. Il y a une ministre, d'ailleurs je ne sais pas ce qu'il en est advenu, c'était l'année dernière je crois, ouais, que je vois, une ministre en Algérie de l'instruction qui avait introduit l'arabe dialectal à l'école, pas à la place d'eux, et avec. Ouf, ça a été terrible. Tout ce qu'elle s'est pris, le débat est remonté, voilà. Donc c'est un champ de mine. Mais les deux sont liés, sauf qu'ils sont dans une situation où il va falloir, alors je ne sais pas, après c'est les pays qui vont prendre la décision, mais quelle que soit la décision qu'ils vont prendre, elle sera forcément, il y aura des implications, des conséquences politiques et des conséquences pour la population. Parce que les deux sont trop fortement liés. Ça va, vous comprenez? Donc dans un cas, pour finir là-dessus, pour l'histoire de l'arabe, c'est que, pour revenir un petit peu sur l'histoire, dans cette situation-là, c'est qu'en fait, l'arabe, si on parle arabe au Maghreb, puisqu'on en a parlé, et puis c'est quand même des pays qui sont proches de nous, de tous les points de vue, géographiquement, historiquement, voilà. L'autre question qui se pose justement dans ces trois pays du Maghreb. Le pays du Maghreb, en fait, il compte aussi la Mauritanie avec, et puis des fois la Libye. Qu'est-ce qu'il y a comme élément qui va ajouter encore à la confusion, mais à la complexité? Il n'en parle pas du tout, lui. Mais dans les débats, parce que lui, c'est pas qu'il veut évacuer, mais il y a tellement de problèmes de ce point de vue-là qu'il ne peut pas tout aborder. Mais il y a une autre question linguistique. Ça aussi, ça, il faut que vous le sachiez. Ça, pas seulement de secours, mais en général, parce que là, c'est très proche de nous. Très très proche de nous, géographiquement, culturellement, socialement. Je parle des trois pays, Mauritanie aussi, dans une moindre mesure, surtout Algérie, Tunisie, Maroc. Vous avez compris la situation, une partie de la situation. On a une population qui est majoritairement arabophone avec des guillemets. Parce que ces gens qui sont majoritairement arabophones ne parlent pas l'arabe littéral, mais des variétés d'arabe dialectal. D'accord? Il y a plusieurs, forcément, comme tous les dialectes, différentes variétés. Il y a des formes d'arabe dialectal d'un bout à l'autre du Maroc, mais qui sont à peu près intercompréhensibles. La question se pose, on l'a vu, par rapport à l'idée de l'unité. C'est presque un fantasme, une illusion, unité religieuse, unité politique. Bon, il s'accroche à ça. Si, je résume et j'essaie d'aller, si le choix est fait, parce qu'il peut être fait, il a déjà été fait, je parlais de ministre de l'Instruction, c'est un début de choix politique. Hein. Je ne sais pas comment ça va évoluer. Que le choix soit fait à un moment donné, l'Algérie, alors l'Algérie en ce moment, ça m'étonnerait qu'elle le fasse, le Maroc, c'est pas sûr non plus, mais qu'admettons ils le fassent un jour, je ne sais pas quand et je ne sais pas pourquoi, ils disent voilà, maintenant, à partir d'aujourd'hui, l'arabe dialectal, ils vont sans doute faire co-officialité, s'ils le font, je sais rien, sans doute co-officialité pour ne pas couper d'un coup, l'arabe dialectal sera langue officielle, co-officielle en Algérie, etc., etc. Première chose, parce que c'est ça qu'on va voir aussi plus tard dans le cours, qu'est-ce qu'il faudrait qu'ils fassent à votre avis? Une fois qu'ils ont dit, vous avez vu, qu'est-ce qu'on a dit de l'arabe dialectal? Si l'Algérie ou le Maroc, ou les deux, je sais rien, disent un jour, il faut, on décrète comme langue officielle ou co-officielle côté de l'arabe littéral, l'arabe dialectal. Quel problème technique va se poser? Il n'y en aurait qu'un, et il faudrait le standardiser alors qu'il y a voilà.
Ah oui, ils ne pourront pas le faire. Mais le problème se pose effectivement, c'est ce qu'il dit là, exactement. Donc, deux problèmes. Un, le problème que vous évoquez, il n'est pas tout à fait technique, il est plus profond que ça. Mais c'est vrai que j'avais oublié de l'évoquer, lui il le dit. Donc, dans l'ordre, sur la question technique dont je parle, c'est même s'il parle, si d'un point de vue politique, c'est une décision politique qui est toujours comme ça, c'est la question du statut de la langue. On dit voilà, l'arabe dialectal est la langue officielle ou co-officielle. D'accord? Oui, mais lequel l'arabe dialectal? Et comme partout dans le monde, on verra plein d'exemples. Partout dans le monde, il n'y a pas qu'une forme, donc il faudra choisir une forme d'arabe dialectal. Donc là, il sera question de savants, de linguistes, de profs, d'hommes de lettres, d'écrivains, de gens du peuple, j'en sais rien comment ils pourraient opérer, mais qui disent voilà, il faut qu'on ce qu'on appelle standardise, j'y reviendrai plus tard dans le cours, mais c'est déjà, je l'évoque comme ça, il faudra standardiser l'arabe dialectal, c'est-à-dire se mettre d'accord sur le vocabulaire, se mettre d'accord sur la grammaire, se mettre d'accord sur la graphie, l'orthographie. Parce qu'on ne peut pas dire l'arabe dialectal, il y en a plein de sortes. Et puis c'est de l'oral. Donc si une langue devient officielle ou co-officielle, il lui faut une variété écrite pour pouvoir faire des lois, faire des décrets, voilà. Donc qui dit, ça c'est le travail de standardisation, on le verra plus tard dans le cours. Ça voudra dire dictionnaire, ça voudra dire édition de grammaire, ça voudra dire forcément qu'il y a cette langue-là qui sera enseignée à l'école. Donc ça c'est la question technique. Et ça on verra plus tard quand on parlera des processus de standardisation des langues, etc. Qu'est-ce qu'il y a comme autre question sur avec l'arabe qui s'ajoute encore aux questions? Vous avez vu, hein, il y a les formes d'arabe dialectal. On a passé du temps, c'est pas simple. Hein. Il y a le berbère, parce que là aussi on reviendra plus tard là-dessus. Il y a des revendications berbéristes ou berbérisantes, des gens qui disent, alors ils obtiennent un peu gain de cause, mais c'est encore un combat politique qui peut même aller au-delà de la langue. Et dire voilà, on veut la reconnaissance du berbère aux côtés de l'arabe, et que d'autres vont plus loin qui disent voilà, on veut l'autonomie des régions berbères. Voilà, c'est forcément une question politique. Il y a encore une autre question linguistique énorme. Rien que pour les trois pays là, c'est quoi? Si on différencie chaque dialecte pour chaque pays, Non, non. Oh, c'est pas un petit morceau pour eux non plus, hein, ça. Ils ont aussi ça à gérer. Je rigole, mais c'est parce que. Ça, je vous laisse mijoter là dans le jus, là, parce que. Pourquoi je parle de l'Algérie, Tunisie, Maroc, Mauritanie aussi, mais un peu moins, parce que là. Pourquoi je vous dis qu'il y a des liens historiques, géographiques avec la France? Un aspect francophone. Et pourquoi? Aux États-Unis. Bah oui. Pas un certain aspect francophone, oui. Oui, non, oui, bien sûr que oui. Algérie, Tunisie, Maroc, plus la Mauritanie, plus l'Afrique subsaharienne, mais ça c'est autre chose. Mais en tout cas, ces pays-là ont été dominés par la France. Alors, l'Algérie comme colonie, le Maroc comme protectorat, la Tunisie aussi comme protectorat, la Mauritanie, je ne sais plus trop, mais peu importe la dénomination. L'Algérie, la colonie, si c'est une colonie, ça veut dire que c'est une colonie de peuplement. L'Algérie a été française à partir de 1830 jusqu'à 1962, mais là, c'est des Français qui venaient de métropole qui se sont installés en Algérie, aux côtés des autres. Donc, au bout du compte, ils sont repartis, c'est ce qu'on a appelé les pieds noirs, mais ils s'étaient installés, c'est pour ça que c'était une colonie. Donc, il y a une présence française dans la région qui est très ancienne. Le résultat, c'est que quand la France a perdu les colonies, quand en 1962, elles sont parties du Maroc et de Tunisie, ça s'est passé globalement assez pas trop mal. Sans
sans violence. Bon, par contre, pour l'Algérie, non. Il y a eu une guerre d'indépendance que les Algériens ont menée, et en 1962, les Français ont dû partir. Donc, ce qui a résulté, c'est que dans ces trois pays, puisqu'il y a eu une présence française très importante, très longue, il en est résulté que quand les Français sont partis, ils sont partis, mais la langue est restée. Ça veut dire que la place, dans les trois pays, la place du français, c'est une place très importante. Très importante. Le deuxième pays francophone du monde en termes de locuteurs, de nombre de gens qui maîtrisent ou qui peuvent parler français, c'est l'Algérie. Alors que l'Algérie, le seul et unique langue officielle, c'est le français, l'arabe. Et que l'Algérie ne fait même pas partie, ne veut pas faire partie d'une organisation internationale avec les associés, où il y a 80 pays, ils n'en font pas partie. C'est l'Organisation internationale de la francophonie. Mais pour des raisons politiques, ils refusent. Alors qu'ils ont des millions de citoyens francophones. Mais c'est pour des raisons politiques. Donc pourquoi la présence du français en Algérie, c'est une présence qui, en principe, n'existe pas et qui est partout. Donc, ils ont à gérer, en plus de ces situations-là, la présence du français pour des raisons politiques, puisque il y a eu une guerre avec la France et qui refuse de reconnaître le français, voilà, pour des raisons politiques, historiques, etc. Mais y compris les dirigeants politiques algériens, qui utilisent le français. Y compris l'armée algérienne, qui est le garant du régime pour l'instant, qui utilise très largement le français, tout en disant tout ce qui va avec la France, c'est un double discours. Donc ils ont en plus de tout ça à gérer ça. Donc, pour finir sur le cas des pays arabes, mais on y reviendra, parce que vous voyez que, c'est ça que j'essaye de vous faire comprendre, c'est que derrière, vous regardez sur vos encyclopédies préférées, et vous regardez Algérie, Tunisie, Maroc et d'autres, langue officielle de points arabes, c'est tout. Éventuellement, qui peuvent inclure les langues nationales, on y reviendra plus tard. C'est un statut qui est accordé. Mais langue officielle arabe, derrière ça, vous voyez tout ce qu'il y a comme complication. Donc ici, pour finir sur l'arabe, et pour passer à l'autre, pour voir les différences. Ici, on a le cas d'une langue ancienne, très ancienne, écrite, qui s'est répandue bien au-delà de l'Arabie avec les conquêtes musulmanes, à partir du 7e siècle. C'est Mahomet, dans un premier temps, et un début d'armée musulmane, qui est sorti d'Arabie, et qui a commencé par conquérir le Proche-Orient, et tout doucement, en un siècle et demi, on dit jusque en Afrique du Nord, et même en Espagne. D'accord? Donc, ils sont arrivés, les Arabes, ceux-là sont Arabes pour de bon, parce qu'ils viennent d'Arabie Saoudite, enfin de l'Arabie Saoudite d'aujourd'hui, elle portait pas ce nom-là, c'était l'Arabie, péninsule arabique. Ils sont arrivés, mais ils sont arrivés dans des régions, notamment, on parle des régions d'Afrique du Nord, ils sont arrivés dans des régions où on parlait quelle langue? À l'époque où les Arabes arrivent, c'est-à-dire au 7e siècle. Ouais, on parlait latin. Pourquoi? Parce que c'était l'Empire romain. L'Empire romain était terminé, mais c'était les populations qui parlaient latin. Et aussi, quelques-unes, puisqu'ils sont toujours là, mais ils le parlaient déjà, des populations qui parlaient l'ancêtre du berbère, et puis un petit peu des restants de Phéniciens. Mais quand les Arabes arrivent en Afrique du Nord, ils trouvent des populations chrétiennes, et des populations, ils sont tous chrétiens, pratiquement tous, et romanisées. Et ces populations romanisées sont romanisées depuis, quand les Arabes arrivent, ils sont romanisés depuis 8 siècles, à peu près. Donc, quand les Arabes arrivent, l'arabisation, du point de vue, l'islamisation et l'arabisation, ça ne se fait pas en 50 ans, ça se fait sur un siècle ou deux. Hein. Donc, progressivement, d'un point de vue linguistique, l'arabe va remplacer, se substituer tout doucement aux formes de latin populaire qui sont parlées sur place. Mais ça ne se fait pas comme ça. Les Arabes qui arrivent sont une minorité militaire. D'accord? Là
Maintenant, ça y est, il n'y a plus de temps, mais il n'y en a plus. Mais ça s'est passé comme ça. Donc, ce qui veut dire que quand les Arabes arrivent dans d'autres régions, ils arrivent dans les régions, ils vont du côté de l'Iran, et quand ils arrivent en Iran, là, il y a des populations qui parlent pas arabe, et qui ont une très longue histoire derrière eux, avec une langue, une littérature, et d'ailleurs, les Arabes vont reprendre beaucoup des textes persans, des fonctionnaires persans qui ont une tradition, une langue. Donc l'arabe va autant s'inspirer du persan que le contraire. Parce que là, ils ont quelque chose de solide en face. D'accord? Donc ce qui veut dire que quand les Arabes arrivent et que la langue arabe s'impose tout doucement, comme ça, mais au fil d'un siècle ou deux, hein, ça ne se fait pas comme ça, la langue arabe, déjà, quand les tribus arabes arrivent, ils ne parlent pas tous le même arabe. Donc il y a déjà, si vous voulez, des différences. Et quand ils arrivent sur place, et ben, cet arabe, là, il va s'acclimater. Il va devenir d'entrée un arabe acclimaté à l'Algérie, un arabe parlé par des gens qui sont plutôt persans, etc. Donc d'entrée, il y a déjà des différences. Ce n'est pas une langue, cette langue-là, elle n'a jamais été parlée de façon commune et de la même façon partout. Sauf, par contre, par des érudits, des écrivains qui utilisent l'arabe écrit. Celui-là, oui. Ça va, vous comprenez le processus? Donc, au bout de. Ça commence au 8e siècle, 14-15 siècles après, cette langue arabe, elle a bien du mal à exister encore, comme elle existe plutôt comme un symbole d'unité. Donc, il y a beaucoup de choses. Alors, ce qui peut contribuer à ce qu'elle continue quand même comme langue commune, c'est le fait, c'est ce qu'il explique ici, ça a commencé, alors on ne sait pas comment ça va devenir, mais que les médias s'emparent de ça, que les médias utilisent l'arabe, créent, si vous voulez, une forme d'arabe commun, ces médias qui sont entendus partout dans tous les pays arabes. Donc celui qui écoute Al Jazeera, qui va écouter des grandes chaînes arabophones, eux vont utiliser un arabe qui n'est pas l'arabe littéral, c'est un arabe commun, un arabe modernisé, mais ça peut éventuellement devenir un arabe qui est, donc dans ce cas-là, on aurait de nouveau un arabe commun, mais un arabe modernisé, qui n'est plus l'arabe littéral. Mais on ne sait pas comment ça peut devenir. Ça va, vous comprenez le principe? Donc, pour arriver maintenant sur la langue des Balkans, la langue sans nom des Balkans, c'est exactement le processus inverse. C'est que là, la réalité, c'est que, au départ, c'est-à-dire, au départ, c'était quand les pays des Balkans ont commencé à se construire, à partir du 18e, 19e siècle, cette région des Balkans, c'est soit sous domination autrichienne, soit sous domination ottomane, turque. Ils partagent cette région. J'aurai peut-être l'occasion d'y revenir pour vous montrer comment les langues nationales se sont construites. Mais pour l'instant, on fait rapide. Donc cette région des Balkans, c'est l'ex-Yougoslavie. Hein. Les Balkans, c'est des montagnes. Cette région des Balkans, c'est jusqu'au 19e siècle, le nord dominé par les Autrichiens, le sud dominé par les Ottomans. Et il y a une mosaïque, là pour le coup, on utilise abondamment ce terme-là, mais pour le coup c'est vrai, une mosaïque de peuples et de langues différentes. Mais pas en bloc. On a des Bulgares qui côtoient des Serbes, qui côtoient un peu plus haut des Hongrois. Voilà, c'est assez imbriqué, c'est compliqué, c'est pas un bloc. Donc au moment du 19e siècle, je reviendrai sur cette question-là, surtout pour les Balkans justement, parce que c'est intéressant, se mettent en place des nations, on crée des États. Mais on crée des États sur des bases très compliquées. Parce que tout est imbriqué. Donc notamment la création d'États, un des premiers États de cette zone, c'est la Serbie, au 19e siècle. Donc elle se libère des Ottomans, crée le royaume serbe. Et puis progressivement, les autres dont il est question se libèrent progressivement, soit les Autrichiens, soit encore des Ottomans. Et on arrive, je raccourcis l'histoire parce que c'est compliqué et c'est moins intéressant pour l'instant, je ne reviens pas après. En 1918 se crée la Yougoslavie. Donc la Yougoslavie, c'est, donc après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est une fédération qui va regrouper, qui va durer jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale et encore longtemps après, je crois dans les années 1990, qui regroupe en fait
Si peuple, langue, et là on va voir justement la question de peuple, c'est bien compliqué, bien compliqué. Qui sont les Serbes, les Croates? Au temps de la Yougoslavie communiste, il y avait 6 républiques fédératives en Yougoslavie. La République fédérale de Yougoslavie était composée de 6 républiques. Les 6 républiques, c'était Serbie, Croatie, Slovénie. Aujourd'hui, ils sont tous indépendants. Donc Serbie, Croatie, Slovénie. Vous savez les autres? Vous avez retrouvé là? Slovaquie? Non. Ça ne faisait pas partie de la Slovaquie, c'était avec la Tchécoslovaquie. Ils se sont coupés en deux aussi. Et ils se sont éparpillés là. Après. Donc Croatie, Serbie, je ne sais plus ce que j'avais dit, Slovénie, 3 autres, on va avoir 6. Monténégro, Bosnie-Herzégovine, exactement. Et le dernier, la Macédoine. Voilà les 6. Alors, j'y reviendrai sur tout cela parce qu'aujourd'hui encore, il y a, je crois que vous l'avez dit, dans un cours, la Macédoine, il en a encore été question il y a, je ne sais plus, 15 jours, 3 semaines. Ils ont, la Macédoine, là, ils ont toujours à peine trouvé leur nom et encore c'est contesté. Pour ça, tout ça, c'est l'actualité, je vous en parlerai, vous comprendrez pourquoi. Donc, la Yougoslavie, jusqu'au début des années 90, c'est la Yougoslavie qui est composée de ces 6 républiques qui ont une autonomie relative. Voilà. Celui qui a maintenu tout ça, c'est le maréchal Tito, qui est un résistant, qui a résisté contre les Allemands, c'est un communiste, qui a maintenu tout ça. À sa mort, à la mort de Tito, avec des problèmes économiques aussi, la Yougoslavie commence à exploser. C'est-à-dire que chacun commence à vouloir aller de son côté. Bon. Et donc, en début des années 90, il y a une guerre entre les Serbes et les Croates, entre les Bosniaques, etc. Ça dure sur plusieurs années. Le siège de Sarajevo, je ne sais pas si vous avez entendu, vous étiez à peine né, vous ne pas aller, mais en tout cas, c'est pas si vieux que ça quand même. Donc, l'éclatement de la Yougoslavie s'est fait dans la douleur, dans la guerre. On en arrive à aujourd'hui où on est dans une situation où il y a une langue, à l'évidence que tout le monde, y compris les gens qui la parlent, reconnaissent que c'est une langue commune, ils parlent la même langue. Donc c'est ce qu'ils appellent le comment c'est le tout complet? BCMS. Bosnien, monténégrin, serbe, croate. Donc c'est une langue. Ici, par exemple, il n'existe plus non plus à l'université, mais à l'époque de la Yougoslavie, il y avait un institut ici qui s'appelait l'Institut de serbo-croate. Maintenant, ça ne peut plus exister. Mais pas parce que la langue n'existe plus, vous avez compris, la langue existe toujours, c'est les pays qui existent plus. Et que chacun veut se différencier des autres. Donc à l'inverse de l'arabe, ils veulent absolument, mais pas tous, hein, les nationalistes disent non, c'est des langues différentes, alors que c'est la même langue. Avec quelques inflexions, des mots qui changent, mais ce qu'ils vont chercher à faire, c'est au contraire à faire que chaque variante croate, serbe, etc., soit qu'il la différencie de plus en plus des autres. Parce que l'objectif politique, c'est plus l'unité, c'est au contraire d'exister en tant que Serbie, d'exister en tant que Croatie, d'exister en tant que Monténégro, etc. Donc le problème, c'est qu'il n'arrive même pas à lui donner un nom à cette langue. Parce que quel nom lui donner? Il donnait au début serbo-croate, ça convenait à peu près à tout le monde, sachant que le serbo-croate, les Macédoniens le comprenaient, les Bosniens le comprenaient sans difficulté. Donc qu'est-ce qu'ils auraient pu dire? Comment ils auraient pu l'appeler éventuellement? Parce que tout ça, ça les unit, la langue slave du Sud. Et ça veut dire yougoslave, parce qu'en slave, yougoslave, ça veut dire slave du Sud. Donc ils auraient pu lui donner ce nom-là. La langue yougoslave, comme ça met tout le monde d'accord. Ah oui, mais comme ils ne veulent plus de la Yougoslavie, ça ne les met pas d'accord. Donc chacun, la solution, c'est que chacun dit, moi, nous on parle serbe, nous on parle croate, nous on parle monténégrin, et c'est des langues différentes. Alors que ce n'est pas des langues différentes. Vous comprenez le problème? Donc, on est à l'inverse. On est à l'inverse, c'est-à-dire dans un phénomène de dissociation, et comme il dit, c'est grotesque, parce qu'ils essayent à tout prix. J'avais pas ça, mais je vous montrerai peut-être trouver sur une photo.
savez, sur les paquets de cigarettes, il y a écrit « c'est pas bon pour la santé ». Et là, c'était un paquet de cigarettes, c'était une photo, par exemple, je ne sais plus quel journal, où il montrait une photo d'un paquet de cigarettes vendu en Bosnie, où c'était écrit en 3 langues. C'était exactement la même chose. Et il l'écrivait en serbe, en croate et en bosnien. Mais c'était exactement la même chose, à la lettre près. Sauf qu'il y en avait une qui était écrite en alphabet cyrillique. Et quand on sait le cyrillique, c'est exactement, ça peut le dire, c'était prononcé à la lettre près. Donc, c'est l'idée, si vous voulez, que la question, encore une fois, et je finis là-dessus, cette question linguistique, elle n'est jamais dissociable, elle n'est jamais dissociée des questions politiques, historiques, etc. C'est jamais des questions linguistiques en tant que telles. C'est jamais des questions purement techniques. Parce que les questions techniques, on verra plus tard dans le cours, les questions techniques, elles sont relativement faciles à régler. Ils se mettent d'accord, on élimine des termes, on crée un dictionnaire et ensuite on impose. Alors parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Les questions purement techniques, elle est facile à régler. On standardise. Et ensuite, cette nouvelle langue standardisée, on essaie d'imposer par l'école, par les médias, mais c'est souvent les questions qui sont posées, on le voit bien ici, pour des raisons complètement opposées, c'est des questions qui sont des questions politiques. Voilà. Donc on arrête là. Vous gardez bien tout ça, parce que tous ces textes, quand je vous parlerai du Souba, quand je vous parlerai de tout ce qu'on a fait, c'est pas une fois que c'est fait, vous mettez de côté, c'est que je vais m'appuyer, je vais revenir sur ces exemples.